Lundi 4 novembre 2019. Merci d'être en notre compagnie, mesdames et messieurs. Nous sommes en direct du grand carrefour de Koumassi. Vous savez que chaque début de semaine comme ça, on a l'habitude de rester avec vous, d'aller en cité, dans la cité, prendre un peu toutes les pulsions, tout ce qui s'y passe afin de restituer cela à l'antenne. Aujourd'hui, dans le volet thématique de notre émission, nous allons rencontrer notre spécialiste Valentin Zawi qui nous parlera bien sûr des métiers de l'hôtellerie. Mais avant d'en arriver là, on est très heureux de savourer ce moment-là que nous partageons avec toutes les populations vaillantes qui s'élèvent tôt du côté du grand carrefour de Koumassi. Regardez les images du grand carrefour de Koumassi qui se réveille, qui fait partie des endroits névralgiques de notre cité. Et à mes côtés, celui qui m'a prêté vraiment tout son arsenal de travail, c'est bien Moussa. Bonjour Moussa. Le micro, Moussa, le micro. Oui, bonjour, bonjour. Ça va Moussa? Oui, ça va. Alors Moussa, c'est à vous, c'est lourd, hein? Comment vous faites? Oui, mais quand tu poses, après, ça va être lourd. Ah, Ça se lève un après, peu. Alors Moussa, présente-toi. Ça fait combien de temps que tu fais ce travail-là? Ça fait 20 ans que je fais ce travail. Tu t'appelles Moussa 20 comment? ans, Moussa Mohamed. Moussa? Mohamed Moussa. Mohamed Moussa. Ça fait combien d'années que tu fais ce métier-là? 20 ans. 20 ans. Inch'Allah. 20 ans. Inch'Allah. Et on m'a dit que tu as 2 femmes. Inch'Allah. Et tu es un monsieur très actif qui travaille beaucoup. Je travaille beaucoup. Et vous avez combien de choses comme ça là, chaque matin, le café là? Non, j'ai un seulement. Un seulement. Et comment ça se passe le matin ici au grand carrefour de Koumassi? Bon, pour le moment, moi, je n'ai pas dit que j'ai vu quelque chose. Nous, ce soir, on ne transe pas. On ne va pas dire qu'il y a quelque chose. Alors donc vous servez le café? On serve tout le ça? café, les clients, tranquillement, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ah d'accord. Merci beaucoup. Ah ouais, Merci beaucoup. pas de problème. Merci bien. Allez, nous avons pris notre café avec Moussa. 20 ans de vente de café ici avec 2 femmes, tout ça. Vos femmes s'appellent comment? Regardez la caméra et puis faites un gros bisou à vos femmes. Il y a autre qui Venez s'appelle à côté de moi ici. Venez à côté de moi ici. Adama Aminitou. Là, il y a une qui s'appelle Adama. Aminitou. Adama Amenikou et l'autre femme s'appelle comment? L'autre s'appelle Adama, l'autre s'appelle Aminitou. Ok. Alors ça c'est mon ami ça. Il a 2 femmes, ça fait 20 ans qu'il vend le café et il s'en sort bien. Ça nourrit son homme. Tu arrives à payer l'école de tes enfants? Oui, tout ça? j'ai fait tout un peu, Inch'Allah. D'accord. J'ai fait tout. Merci beaucoup Moussa. Merci. Merci. Merci Allez, vraiment. nous allons donc au cœur de la cité, mesdames et messieurs, avec les populations qui vont nous faire l'honneur de prendre le pouls. Hein. On va prendre le pouls avec eux. Regardez un peu comment le grand carrefour se réveille ce matin. Chacun va qu'à ses occupations. Il y a la station qui va ouvrir et il y a ceux qui attendent les transports. On va aller vers eux. Venez. Il est où Freddy? On m'a parlé de Freddy. On m'a dit que c'est le grand patron du matin ici. Bonjour Freddy. Ouais, bonjour monsieur. Comment ça va? Oui, ça va. Allez, vous pouvez savourer votre café, hein, c'est bon. Pas Hein? de souci. Voilà, on laisse Freddy savourer son café. Ça va ou pas? Ouais, ça va, tranquille. Alors, Merci bien. il paraît que vous maîtrisez le grand carrefour de Koumassi ici. Alors, les matins comme ça, comment ça se passe ici? Bon, le matin c'est tranquille, hein. Les gens se déplacent, ça va dans tous les sens. Voilà. Hein, ça va dans tous les sens. Et Ouais. c'est un carrefour stratégique. Il y a souvent beaucoup d'accidents ici, mais ça Oui, diminue. franchement, il y a beaucoup d'accidents, surtout au grand carrefour aussi. Et c'est dû à quoi ces accidents-là en général? Au non-respect des feux, hein. Là, les chauffeurs, là, vraiment, il y en a qui sont imprudents. Là, le matin comme ça, il n'y a rien, c'est vite, c'est impressionnant. Hein? Ouais, c'est tranquille. C'est tranquille, quoi. Ouais, relax. C'est tranquille. Et vous faites quoi dans la vie, Freddy? Bon, je suis dans le milieu du transport. Du transport? Ouais. Concrètement, quoi dans le transport? Vous faites quoi dans le transport? Bon, je suis propriétaire de Woro. Voilà. Et comment un propriétaire de Wawa s'organise tôt le matin? Comment ça se passe, Freddy? Bon, tous les matins, on vient à la gare. Bon, chercher les clients pour aller les déposer où ils vont. Et ça se passe bien? Ouais, tranquille. Vous avez un message à passer par rapport à ce que vous aimeriez voir améliorer dans votre environnement, tout ça? Vous êtes à Matin Bonheur, vous êtes en direct, vous pouvez parler. Bon, en fait, nous, on a un souci d'abord. On a un souci au niveau du Grand Carrefour. Parce que la gare n'existe pas. Il y a quel souci au niveau du Grand Carrefour? Il y a quel problème? Le problème, c'est quoi? Avant, il y avait la gare était là. Il y avait les syndicats qui sont bagarrés. Il y a eu même mort d'homme. Donc, le maire, le préfet d'Abidjan ont pris une décision de fermer la gare. Mais c'est normal, quand il y a mort d'homme, surtout c'est normal. surtout d'un corps habillé, là, franchement, C'est normal. il faut vous organiser aussi pour que Voilà, vraiment... mais jusqu'à présent, il n'y a pas de... On n'a pas encore de site. Mais c'est que vous n'êtes pas organisé encore. Non, pas à notre niveau, il n'y a pas de souci. Là, le problème, c'était au niveau des syndicats. Voilà, nous, on n'a pas de problème. Voilà, nous, on est transporteurs. D'accord.
On espère pour vous que ça va bien s'organiser, mais il faut dire aussi que vous avez déconné aussi, entre guillemets. Ce qui s'est passé, vraiment, ça ne doit plus se répéter. C'est notre souhait, hein. C'est notre souhait, que ça se répète. Voilà. Mais nous, les transporteurs, on n'a pas de problème. Le problème, c'est tout au niveau des syndicats. Voilà. C'est eux qui, à chaque fois, sont en train de se macheter. Voilà. Sinon, nous, on n'a pas de souci avec eux. Alors Freddy, dites-nous, ici, là, quand on se réveille le matin, il y a quoi? Il y a des endroits pour manger, il y a des kiosques, tout ça? Ou bien c'est les voitures seulement depuis là? Bon, dans le temps, il y en avait. Il y en avait. Mais il y a eu un nettoyage, on dirait. Voilà, il y a eu un nettoyage, tu vois. On dit que le maire de Koumassi travaille un max, il nettoie seulement. Ouais, il nettoie. Hein. Quand c'est mal placé, lui, il place bien. Voilà. Mais c'est bon, non? C'est bon? Non, tranquille. La cité respire. Ouais, tranquille, ça va, ça va. Voilà. Seulement qu'actuellement, ça fait mal, mais bon. On fait avec, voilà. Ok, merci beaucoup. Vous le constatez, mesdames et messieurs, nous sommes de plein pied ici au grand carrefour de Koumassi. Il y a Biétry, zone 4, il y a l'aéroport qui n'est pas loin, il y a Koumassi bien sûr, sans oublier tous les autres quartiers. Franchement, c'est un endroit névralgique, un endroit très très important. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. C'est Matin Bonheur qui s'ouvre ainsi sur RTI1 en direct et en intégralité. Vous le savez, c'est tous les jours, du lundi au vendredi. Et nous allons commencer tout de suite avec le fitness. Amoureux du sport, bonjour. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Ce matin, nous avons une séance de step et abdominaux. Ce mouvement-là, on l'appelle souvent marche rapide. Bonjour à tous, on ouvre cette revue de presse avec le matin qui titre à sa une de ce 4 novembre 2019, RHDP, déjà 3 750 000 militants. Cette déclaration est de M. Adama Bictogo, directeur exécutif du RHDP, selon lequel le e-militant va rapprocher les militants des coordonnateurs régionaux. Et le confrère souligne que le directeur exécutif du RHDP a saisi l'occasion du lancement de cette plateforme numérique pour annoncer un grand meeting de son parti le 7 décembre prochain dans la ville de Yamoussoukro. Opposition du pouvoir ivoirien à la liberté totale de Laurent Gbagbo, la Cour pénale internationale réagit et cette réaction, c'est un État ne peut interférer dans une procédure judiciaire et c'est l'Inter de ce matin qui le titre à sa une. C'est la réponse donc de la Cour pénale internationale face à la récente sortie des avocats de l'État de Côte d'Ivoire demandant au tribunal de La Haye de rejeter la requête de la liberté totale de l'ex-président ivoirien. Tous les détails de cette information à lire dans l'Inter de ce jour. Soro Guillaume interpelle le pouvoir d'Abidjan à nouveau. Eh bien, il ne faut pas pousser les gens à bout. C'est en ces termes que l'ex-président de l'Assemblée nationale s'adresse aux autorités ivoiriennes à la une de Soir Info de ce jour. Selon les députés de Ferkessédougou, je cite, « Ouattara travaille avec des truands parmi lesquels certains sont irrécupérables ». Fin de citation et réaction du camp présidentiel face à cette énième sortie de l'ex-premier ministre. Laissez Soro continuer sa route à lire dans Soir Info pour la suite de cette information. Le prix du carburant reste inchangé pour ce mois de novembre. C'est le statu quo, en tout cas sur les prix des hydrocarbures. Il faut savoir que depuis 4 mois, ces prix qui sont respectivement de 630 francs CFA pour le super et 615 pour le diesel n'ont pas bougé. Cette situation, selon Abidjan.net, démontre de la stabilité des cours du pétrole sur le marché mondial. Il faut savoir que l'ajustement des prix à la pompe du carburant en Côte d'Ivoire se fait tous les mois conformément aux dispositions du mécanisme international des prix sur le marché international. On referme la revue de ce presse de ce lundi 4 novembre 2019 dans un lieu interdit aux femmes. Il s'agit du mont Athos où, depuis 1046, une loi interdit la présence des femmes. Baptisée la République des moines, cette montagne sacrée qui est située en Grèce héberge 3000 moines dévoués corps et âme à la Vierge Marie qui y vivent toute l'année. Et cette disposition a été prise selon les responsables de ce lieu sacré pour éviter à ces pensionnaires d'être distraits dans leur quête de spiritualité ou encore de succomber au plaisir de la chair.
Et il faut savoir que le mont Athos n'est pas le seul lieu dans ce monde qui est interdit aux femmes. On peut citer entre autres l'île d'Okinawa au Japon, le mont Omin toujours au Japon, ou encore le mausolée Haji Ali Darga qui est situé, lui, en Inde. On va retrouver Marco au Grand Carrefour de Koumassi pour la suite de Matin Bonheur. Pour notre part, on se retrouve demain matin dès 6h10 pour un autre numéro de la revue de presse.
Bonjour madame. Bonjour. Vous souriez un peu, c'est l'air qui... Oh là là, vous êtes jolie quand vous souriez. Comment vous appelez? Lydie. Comment? Lydie. Lydie, ça va? Ouais, ça Vous va. partez où comme ça tôt le matin? À la maison, j'ai fini le service. Vous avez fini... Ah, vous travaillez où? Au parc plus. Ah, vous travaillez dans un environnement de nuit. Alors, ça s'est passé comment la soirée tout à l'heure? Bien passé. On a eu beaucoup de pouvoir. On peut, on peut faire les comptes là? Non. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et ma Les part? comptes, c'est pour moi seul. Lydie, et ma part, Lydie. Non, c'est pour moi seul. Donnez-moi un peu seulement. Un peu seulement. Ok, après. Après, vous allez me donner combien? Les clients étaient gentils? Ouais. Pas trop fatigants? Non, 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 non. Et là, vous rentrez, vous habitez où? Bon, franchement, je rentre à Bobo comme ça. À Bobo. Ouais. Ah, donc chaque jour, vous venez d'Abobo au Grand Carrefour de Koumassi ici. Comment vous trouvez le Grand Carrefour? Il a changé maintenant? Ouais, il a changé, il Il a- a bien changé. Il a beaucoup changé? Oui, oui. Positivement ou négativement? Positivement, C'est comment maintenant par rapport à avant? bon, c'est bon. Bon, quand je quitte mon service, je cherche mon bus, j'emprunte mon bus pour aller directement à la maison. Tout ça a changé. Si vous êtes au Parc Place, c'est que vous aimez le reggae? Ouais, Donc, un peu, on quand s'habitue. donc. je dis Ja, vous répondez? Rastafari. Non, non, on rit pas quand on dit ça. Ja! Rastafari. C'est pas Rastafari, hein? Ja! Allez, c'est ça, Matin Bonheur. En contact avec les gens qui vivent au quotidien toutes les réalités de nos différents endroits où nous nous rendons. Là, ce matin, ils vont prendre le bus, ils vont aller vaquer à leurs occupations, chacun à la recherche vraiment de ses aspirations. Et c'est ça qui fait le charme du fait d'aller avec vous, au contact avec vous. Le maire de Koumassi, on m'a dit, est en train de faire beaucoup de choses. On va aller voir un peu du côté de la place, ça a changé. Suivez-moi et on va rejoindre là-bas notre chroniqueur qui va nous parler d'inforoute. Paul Arnaud Ekou est avec nous ce matin encore et on va le retrouver, mesdames et messieurs. Merci. Paul Arnaud Ekou, on le cherche, on va le trouver. Paul Arnaud Ekou. Bon, en attendant de trouver Paul Arnaud Ekou, vous voyez que les gens sont là. Hein? Il est là! Bonjour Marcelin. Comment ça va? Ça c'est votre micro. Comment ça va, Paul Arnaud Ekou? Ça va bien Marcelin, chez toi? Oui, ça va bien. On est à Koumassi là. Oui, oui, on a... Ouais, ça a changé, hein? Vraiment ça a changé, ça a été réaménagé, c'est à saluer, c'est vraiment... Regardez les images là-bas. Là. On dirait même pas qu'on est au Grand Carrefour de Koumassi. On va marcher un peu pour y aller? Ça a été réaménagé pour faire de ce grand carrefour la l'une des plus belles vitrines routières d'Abidjan, parce que c'est pratiquement la route qui... Et ça, c'est un monument hein, qui n'existait pas avant. C'est quoi? C'est une place... Ah, c'est magnifique ça. Je pense qu'ils sont en train de faire un jardin public. Un jardin public. Pour donner plus d'aération et plus de vue sur la circulation. Oui. Et ça aussi, c'est à saluer. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça facilite la circulation ça... Bon, fort heureusement, cette construction est assez éloignée de la route, donc elle cause moins de désagréments aux conducteurs. Elle permet de fluidifier la route, mais surtout, elle va dégager l'occupation anarchique de certains commerçants, certains piétons, certains usagers. Et puis, bon, comme je l'ai dit, elle n'empêche vraiment pas la circulation routière. Elle met en valeur même la beauté de ces lieux-là. Oui, et ce qui est bien, c'est qu'on a l'impression que la route respire, quoi. Exactement. La route est suffisamment dégagée. Elle vous apprécie, elle vous regarde avec beaucoup d'émotion, je peux dire ainsi. Parce que regardez là-bas, avant c'était engorgé, mais là c'est dégagé. Totalement. Ici, on voit là-bas, c'est ça le but, quoi. Exactement. Et regardez ce que l'autorité a fait pour la sécurité de la circulation. Par la garantie que c'est 2 voies à sens unique de double circulation. Il a planté les plots dans le respect des règles de sécurité routière. Alors, monsieur Ekou, aujourd'hui, on va parler de quoi dans notre fameuse rubrique que les Ivoiriens aiment tant concernant la sécurité routière? Merci beaucoup. Cette intersection m'inspire vraiment un thème sur le dépassement dangereux parce que c'est ce qu'on va constater le plus dans ce genre de structure-là. On a une belle voie, je crois de 2 fois 4 voies. C'est une voie express qui va croiser 2 voies. Pas d'express, mais de circulation de 2 fois 3 voies.
Et comme son nom l'indique, c'est un grand carrefour. Le grand carrefour porte bien son nom. Il est impressionnant. Et c'est en même temps aussi le carrefour où on fait les grandes fautes de dépassement dangereux. On va observer, c'est vrai que ce n'est pas encore le d'affluence. Il y a beaucoup d'accidents ici. Exactement. Et les dépassements dangereux sont l'une des causes d'accidents. Regardez par exemple ce gros camion là qui s'en va comme ça. Exactement. Est-ce que c'est l'heure même des gros camions? Normalement, ils arrêtent les gros camions. Je sais que le code on fasse un thème dessus. On va en faire. Le code de la route a réglementé la circulation des grumiers, ça je le sais, mais pas pour tous les gros camions, donc des fois on fait la confusion. Sauf que sur cette voie-là, les gros camions ont une voie qui leur est dédiée. Monsieur sécurité routière de Matin Bonheur, par rapport à ce grand carrefour-là, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et comment se comporter quand on l'aborde? Il y a plusieurs petites irrégularités qu'on va constater. Déjà, le stationnement des véhicules qui servent de transport en commun, qui ont inventé des gares, qui ont improvisé des gares. On ne stationne pas directement au carrefour. Et ça, c'est un peu difficile. Ça va venir fausser la construction qu'il y a ici. On comprend maintenant mieux l'intérêt de mettre des plots, des sécurités. Parce qu'il est des fois difficile de faire accepter à ces gens-là qu'il est interdit de stationner directement au carrefour. On n'a même pas fini de faire le carrefour qui sont déjà stationnés là. Donc c'est un problème. C'est vrai. Hein? Le deuxième problème, c'est les dépassements. Vous allez constater que le feu, il n'y a pas un feu particulier pour ceux qui vont tourner ni à gauche ni à droite. Donc ils seront obligés de s'avancer jusqu'au milieu ici pour pouvoir négocier sa direction. Et donc souvent, ça va créer soit des embouteillages, des engorgements, mais souvent ça va prendre des risques. Ça va envoyer l'automobile, ça va prendre des risques qui vont peut-être conduire à des accidents. Ok, voilà donc, vous voyez ici là, les signalisations, je sais pas, les bandes blanches, tout ça. Il faut rafraîchir ça, il faut rafraîchir ça. Et puis est-ce qu'il n'y a pas d'autres signalisations au sol qui sont nécessaires ici? Peut-être qu'on est un peu loin de la circulation, mais vous allez constater qu'il y a des signalisations. Là-bas, il va y avoir des bandes blanches pour les passages piétons, mais il va y avoir des voies de rabattement, il va y avoir des flèches qui vous disent si on peut se rabattre ou pas. Ici, la signalisation va avoir deux niveaux. Il y a un panneau stop. Vous voyez qu'il y a un panneau stop, il y a un feu. Bon, le feu va être prioritaire sur le panneau stop. Et il y a des bandes blanches. Et vous allez voir qu'il y a une bande discontinue qui invite l'automobiliste à s'arrêter avant la bande blanche. Mais comme dans ce cas, la bande blanche n'est pas continue, il peut légèrement déborder, ça ne posera pas de problème, mais il ne doit jamais arriver à empiéter sur les bandes blanches. Et ici, les bandes blanches sont tellement bien placées qu'ils sont en même temps au niveau du feu, qui permettent d'arrêter le véhicule à la bonne distance et permettent aussi aux piétons de traverser sans difficulté. Alors, malheureusement, on va constater que les piétons ne vont pas respecter toujours ces bandes blanches-là. Est-ce que les piétons sont en danger au grand carrefour de Koumassi? En l'état actuel de l'infrastructure routière, il n'y a pas vraiment de danger, sauf quand on va avoir affaire à des conducteurs un peu inconscients qui vont accélérer, qui ne vont pas ralentir. Je le dis, vous avez vu tout à l'heure que les gars faisaient des demi-tours sans vraiment prendre soin de vérifier. Et là, c'est des plans de sécurité. Les véhicules ne sont pas censés y arriver. Par contre, il a été fait de façon assez espacée pour que les piétons puissent traverser à tout moment. Il y a combien de mètres entre les deux plots? Il va avoir environ 1,25 m, 1,50 m. On peut s'asseoir là-dessus? C'est pas conseillé, comme c'est pour la sécurité routière. On peut s'asseoir juste pour l'émission? Est-ce que ces plots-là, ça ne gêne pas? Ces plots ne gênent pas du tout, comme je le disais. Ils sont à la bonne hauteur. Ils sont à la bonne hauteur. Ils doivent permettre les piétons de passer, même que les piétons n'ont pas le droit de passer, parce que les bandes blanches ne sont pas loin. Et comme on l'a rappelé, quand il y a des bandes blanches, il a obligation pour le piéton d'approcher ces bandes blanches-là. Donc ces plots ne gênent pas du tout. C'est peut-être qu'ils sont faits en béton, et des fois il y a un petit contentieux entre le béton et l'aluminium. On proposerait de le faire en aluminium pour la sécurité en cas d'accident. Mais les plots sont en réglementaire, à mon avis, pour tout ce qu'il y a à faire. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Ah, d'accord. Là, c'est un panneau de signalisation. C'est pas normal, ça? C'est pas du tout normal. Surtout que c'est un panneau très important. Il va être un panneau directionnel, mais il va être un panneau pour signaler le prochain carrefour. Et donc, il faut vraiment l'enlever. Et que c'est sanctionné que des usagers fassent de la publicité sur les panneaux routiers. Donc, cet acte-là, il va être recherché et suivi pour cette dégradation de la voie publique. Allez, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à tout ce qu'on a vu avec vous?
flambeau de la musique urbaine en Côte d'Ivoire, Tour de Garde a su s'imposer dans toute l'Afrique francophone. Après de nombreux hits tels que Makassa, suivi d'une signature chez Sony Music Côte d'Ivoire, le duo propose son nouvel album avec la participation de nombreux artistes internationaux, notamment Aya Nakamura, Still Fresh ou encore Abou de Bang. À travers les 28 titres qui composent le double album Victory, Tour de Garde nous fait voyager dans son univers musical riche en sonorités. L'album Victory est disponible partout dès maintenant. Victory, célébrons la victoire. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique informe l'ensemble des populations qu'en raison des travaux de sa réhabilitation, le CHU de Yopougon sera fermé à compter du 1er novembre 2019. Dr Aka Awele tient à rassurer les populations que pendant cette période, la continuité de l'offre de soins sera assurée par d'autres structures sanitaires. Pour plus d'informations sur les nouvelles structures d'accueil des services relocalisés, appelez le 143 ou consultez le www.santé.gouv.ci. Le groupe Ecobank Côte d'Ivoire, en partenariat avec l'agence, organise la 2e édition du Salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine, les 19 et 20 novembre 2019 au Sofitel Abidjan Côte d'Ivoire. Ce sont plus d'une dizaine de conférences et masterclass sur les différents enjeux et solutions de l'épargne et de l'investissement, ainsi que des analyses, débats et expositions pour comparer les produits les mieux adaptés à vos besoins. Venez rencontrer les acteurs clés de l'épargne et découvrir comment gérer et accroître votre patrimoine. Donnez une nouvelle dimension à vos finances. Inscrivez-vous et retirez votre badge en ligne sur www.salondelépargne.com. Vivez de belles émotions avec la RTI et profitez de l'offre spéciale Rentrée audiovisuelle 2020 avec des remises allant jusqu'à 30% sur tous les produits publicitaires du groupe RTI. RTI 1, RTI 2, Fréquence 2, Radio Côte d'Ivoire, RTI Boaké et tous nos supports digitaux jusqu'au 5 janvier 2020. Annonceurs, agences de communication, ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle d'accroître votre visibilité et celle de vos clients. Contactez vite RTI Publicité au 22 40 12 65. RTI Publicité, la régie proche des annonceurs. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. Au cours de cette matinée, quelques passages nuageux donneront encore localement de la pluie dans la bande centrale et un peu moins dans le sud forestier et sur le littoral. En cours de matinée, des éclaircies prendront progressivement la place, laissées par les nuages, et le nord restera généralement nuageux. Pour les variables de cette matinée, 24 degrés à Abidjan, Adiaké et Bondoukou, 23 degrés à Boaké, 22 à Daloa, 23 à Dimbokro, Gagnoa et Korogo, 22 degrés à Mont, 23 à Odiéné, San Pedro, Sassandra et Tabou, et enfin 23 degrés à Yamoussoukro. L'après-midi, le soleil brillera généreusement sur l'ensemble du pays. Cependant, de l'instabilité existera dans le sud forestier et à l'ouest. Ainsi, par effet de brise, l'on aura des pluies parfois accompagnées d'orages dans le sud forestier qui affecteront par la suite l'ouest et un peu moins le littoral. Pour les variables de l'après-midi, elles seront comprises entre 30 et 33 degrés. 30 degrés donc la minimale à Abidjan, Adiaké et à Bondoukou. 32 degrés à Boaké, Daloa et 33 degrés à Dimbokro. 32 degrés à Gagnoa, 33 à Korogo. 32 degrés à Mont, 33 à Odiéné. 30 degrés à San Pedro, Sassandra et Tabou. Et enfin 32 degrés à Yamoussoukro. Merci de votre fidélité à ce point météorologique. Excellent début de semaine à toutes et à tous.
everywhere you go. Bienvenue, bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre. Logements sociaux, comment devenir propriétaire? Une journée de sensibilisation et d'information a eu lieu autour de la question. C'était dans les locaux de la maison de l'entreprise au Plateau. Mamadou Kouassi. Lancé officiellement en 2012, le programme de logements sociaux en Côte d'Ivoire. Que de difficultés rencontrées par les promoteurs et les acquéreurs dans la réalisation de ce projet. Et la commercialisation, bien évidemment, doit être soutenue par des crédits acquéreurs. Ceux qui sont intéressés par le logement social ont des capacités financières très faibles, qui ont des possibilités très limitées. Donc pour nous, l'essentiel est de leur permettre d'avoir des crédits acquéreurs à des taux très intéressants, n'excédant pas les 5,5% bien sûr, sur 25 ans. Ça permettra pour nous de faire une production massive. Pour répondre aux préoccupations de ces différents acteurs, l'État de Côte d'Ivoire a pris plusieurs engagements et garanties. Des mesures pour faciliter les tâches aux promoteurs et surtout aux acquéreurs, c'est-à-dire les clients. Pour mieux faire connaître ces mesures, une journée de sensibilisation et d'information est organisée. Le taux de refinancement pour les banques au guichet du CDMH est porté à 2%. Celles-ci conservent leur marge avec un barème de refinancement de 90% et 95% en fonction de la durée du prêt, et seuls les crédits de 11 à 20 ans décaissés totalement sont refinançables. Ce nouveau taux d'intérêt du crédit acquéreur de 5,5% l'an devrait permettre d'acquérir des logements décents à des conditions de crédit bancaire peu onéreuses pour les populations. Occasion pour le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme de rappeler les objectifs du gouvernement avant d'exhorter les entreprises de construction à plus d'efforts. 300-400 produits par an. À ce rythme-là, vous imaginez le temps qu'il faudrait pour atteindre nos 150 000 logements. Et le temps qu'il faudrait pour combler complètement le gap dans le secteur estimé aux environs de 500 à 600 000 logements. Donc c'est vraiment le lieu de dire qu'il faut changer d'échelle. Il faut passer à un autre paradigme, il faut aller beaucoup plus vite. Et il faut, si c'est nécessaire, vous associer à des constructeurs internationaux ayant les capacités techniques et financières. Cette journée de sensibilisation et d'information permet aux différents intervenants de présenter le processus d'obtention des mesures prises par le gouvernement, dont l'une des plus importantes est le compte de mobilisation pour l'habitat, CDMH. Le roi du Bunkani soutient la population de Grand Bassam. Il a exprimé sa compassion au roi d'Enzima Kotoko avant de faire des dons aux sinistrés des récentes inondations. On fait le point avec Konaté Moussa. La cour royale d'Enzima Kotoko à Grand Bassam accueille le roi du Bunkani. Sa Majesté Dandiekere Dougou, Ounegegblima, venu exprimer sa compassion aux populations suite aux inondations de ces dernières semaines. À travers les médias, vous avez vu ce qui s'est passé dans notre première capitale. Le C l'a dit, ça c'est pas une mission pour laquelle on fait partie d'une délégation. Nana de Grand Bassam est mon aîné, c'est mon papa, c'est mon président. Je voudrais que le Bunkani soit présent pour soutenir cette population de Grand Bassam. Pour qu'ensemble nous implorons le bon Dieu, les membres de nos ancêtres, afin que pareille situation ne se produise dans cette coquette ville. Des mots pour exprimer le soutien, mais aussi des gestes. Le Bunamassa offre également des vivres aux populations sinistrées. Le roi d'Enzima Kotoko se réjouit de l'acte de solidarité. Que mes frères, mes sœurs, mes enfants, le peuple Nzema ici sache que avec le Bunkani, nous avons un soutien formidable qui nous aide énormément dans la tâche difficile qui nous a été tous confiée au niveau de la Chambre des rois. Je ne pouvais pas le laisser repartir sans porter ce témoignage-là. Et donc si j'ai tenu à prendre la parole, c'est pour vous dire merci, énormément merci. Personnellement, je ne suis pas surpris par le geste. Le roi de Bunkani est un grand ami du peuple Nzema. Pour rappel, la ville historique de Grand Bassam avait enregistré des inondations après des pluies diluviennes.
notamment au quartier France. L'eau s'était installée dans plusieurs habitations et rues, ce qui avait entraîné le déplacement de nombreuses personnes vers des sites d'accueil. Le Rassemblement mondial du mouvement Sun 2019 sur le thème « Nourrir la planète et ses habitants » démarre aujourd'hui au Népal. La Côte d'Ivoire, représentée à ses assises par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Ces événements phares du mouvement Sun, cet événement est un moment important qui permet aux membres de faire le bilan des progrès réalisés, des difficultés rencontrées, de partager leurs innovations et de découvrir ce qui peut contribuer à réduire la malnutrition dans le monde. Ce sera le lieu également de se pencher sur la situation au Zimbabwe, dévastée en mars par le passage du cyclone tropical Idai. Le district rural de Bwera, à l'est du pays, souffre aujourd'hui d'une grave sécheresse qui menace sa population de famine. Johannesburg a fêté la victoire de l'Afrique du Sud sur l'Angleterre 32-12 en finale de la Coupe du Monde de rugby samedi dernier. Amené par le capitaine Siya Kolisi, les Springboks ont dominé l'Angleterre à Yokohama. À la maison, la fête a commencé après le coup de sifflet final qui a donné à l'Afrique du Sud son 3e trophée mondial. Merci de votre attention, c'est la fin de ce point de l'actualité. On se retrouve à 7h. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Merci de suivre Instant Vérité. Bienvenue à vous. Vous êtes bien évidemment dans Matin Bonheur. À 17 mois de la présidentielle de 2020, plus que les investissements, la politique intéresse aussi la diaspora ivoirienne. Le CNPI, le Congrès national du peuple ivoirien créé en 2011 et dirigé par un Ivoirien de la diaspora venu des États-Unis, se lance à la conquête du pouvoir. Dans les discours, le CNPI aborde les questions de gouvernance, de progrès, de croissance. Des déclarations de candidature se font aussi entendre à leurs questions. Sur quoi le Congrès national du peuple ivoirien fonde-t-il sa capacité à offrir autre chose à la Côte d'Ivoire? Le CNPI fait-il vraiment le poids face aux autres partis politiques de l'opposition? Que peut vraiment apporter la diaspora aux Ivoiriens? Mesdames et messieurs, pour répondre à ces questions, nous recevons sur le plateau de Instant Vérité Abbas Yaya Bamba. Abbas Yaya Bamba est un ancien militant engagé au FPI, au Front populaire ivoirien. Et aujourd'hui, monsieur, vous êtes chef d'entreprise et le président du CNPI, le Congrès national du peuple ivoirien. Bonjour, messieurs. Bonjour, madame. Et bienvenue à Instant Vérité. Alors, Abbas Yaya Bamba, vous êtes donc le président du CNPI, Congrès national du peuple ivoirien. Vous avez fondé votre directoire en 2011. Alors dites-nous, qu'est-ce qui a motivé la création du CNPI? Bon, je voulais, pour commencer, je voulais d'abord vous remercier votre maison. Ce qui a suscité, ce qui a encouragé la création du CNPI en 2011, la Côte d'Ivoire venait de sortir d'une grande crise. La crise en 2011, c'était l'inquiétude générale. Il fallait s'interroger, il fallait se demander où nous allons. C'est pour cela que nous avons décidé de nous démarquer de cette turpitude qui venait de se produire en Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, depuis 2011, on ne vous a pas vraiment entendu, on ne vous a pas vu sur la scène politique ivoirienne. Et en 2019, on vous, je vais pas dire on vous découvre, on vous voit. Bon, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Pour ceux qui connaissent la politique ivoirienne, me connaissent. Pour ceux qui savent un peu le mouvement politique, me connaissent. Il n'est pas toujours opportun de montrer sa présence quand il n'est pas prêt. En 2015, on a voulu être là, mais nous avons vu que la situation n'était pas favorable. Il fallait attendre. Il fallait travailler dans l'ombre. Maintenant, nous sommes prêts et nous sommes là. Vous êtes prêts, vous êtes là, mais vous avez dit que ceux qui connaissent la politique vous connaissent notamment. Vous avez été un militant engagé au FPI. Alors, pourquoi vous ne vous mettez pas à la disposition du FPI pour aider le parti à gagner la prochaine élection présidentielle? Et le FPI est un parti qui est bien structuré, qui est implanté dans toute la Côte d'Ivoire. Alors,
Pourquoi vous ne vous mettez pas à disposition du FPI, vous créez un autre parti? Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut faire une lecture plus nationaliste et patriotique. Une lecture par rapport à une chapelle politique, je pense que ça peut être dangereux. Donc, le Front populaire ivoirien a des problèmes internes et externes. Et la Côte d'Ivoire doit évoluer. Ce n'est pas la chose la plus essentielle ici, ce n'est pas l'habit que vous portez pour arriver là où vous voulez arriver. C'est l'esprit qui est important. Je pense que le CNP, le Congrès national du peuple ivoirien, a les moyens intellectuels, spirituels de conduire le débat autrement. Parce que je ne pense pas aujourd'hui qu'un débat pour avancer la Côte d'Ivoire, si je m'habille FPI, sera entendu. Mon discours sera entendu. Mais vous étiez FPI. Je veux dire, la question que je pose, c'est que, comme vous l'avez si bien dit, ce n'est pas l'habit qu'on porte. Mais si le FPI a des difficultés aujourd'hui, pourquoi ne pas aider le FPI? Vous sortez du FPI, vous créez un autre parti. Pourquoi fragmenter ainsi Je ne suis pas de fragmenter quoi que ce soit. Mon appartenance au Front populaire ivoirien n'est pas une appartenance ombilicale. C'est une appartenance idéologique et politique. Si à un moment donné, je vois que l'appareil qui doit nous permettre d'avancer a des difficultés, je suis informaticien de profession, il faut changer de logiciel et avancer. C'est ce que certains font. Vous avez changé de logiciel, comme vous l'avez si bien dit. Est-ce que vous avez vraiment besoin de créer votre mouvement ou votre parti politique au fin d'accéder à la magistrature suprême pour aider les Ivoiriens? Oui, je pense en tant que membre de la diaspora. Oui, je pense. Je pense que ma vision aujourd'hui est une vision mûrie. Ma conception de la Côte d'Ivoire est un peu différente. Ma vision politique est un peu différente. Et l'instrument du Front populaire ivoirien ne peut plus être cet instrument. Alors, quelle est votre vision politique? Ma vision politique, d'abord, il faut une reconstruction et pas de réconciliation. Moi, je parle de la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Parce que je pense qu'aujourd'hui, le Front populaire ivoirien, le PDCI, le RDR, aujourd'hui le RHDP, ne sont plus des instruments fiables pour moi, pour pouvoir avancer. Et je connais ces instruments-là parce que j'ai participé à leur formation. Le RDR, nous avons été des hommes du couloir qui ont créé ce parti-là. Vous dites que le FPI, le PDCI, le RHDP, ces partis politiques-là ne sont pas fiables pour conduire la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Oui, je pense bien. Et je voulais même profiter de votre émission-là pour inviter ceux qui sont dans ces partis-là de nous rejoindre. Oui. Vous n'êtes pas ici à une campagne de sensibilisation, voilà. Monsieur. Alors, que comptez-vous apporter de plus à la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire a besoin, comme un pays qui a plus de 7 000 milliards de dettes extérieures, plus de 1 300 milliards de dettes intérieures, on ne peut pas parler d'émergence avec ces bagages-là. Vous voyez, c'est comme un père de famille qui a un cas de crédit et qui ne peut pas payer ses dettes. Monsieur Bamba, la question que je vous ai posée, je ne vous ai pas demandé si la Côte d'Ivoire a des dettes à payer ou ça. Je vous ai demandé qu'est-ce que vous avez à apporter à la Côte d'Ivoire. Mais il faut que je sache au moins les charges de la Côte d'Ivoire pour vous donner des solutions. Donnez-nous ce que vous pouvez apporter à la Côte d'Ivoire. C'est ce que je viens de vous dire. Il y a des crédits côté contractés au nom de la Côte d'Ivoire. Il faut que je vous saisisse d'abord pour dire comment on va payer ça. Comment vous comptez payer les dettes de la Côte d'Ivoire? Bon, c'est très simple. Il faut capitaliser dans l'investissement humain, l'éducation. Le système éducatif en Côte d'Ivoire est un système éducatif malade depuis 1990. Il faut revoir notre système éducatif. L'adapter au marché de l'emploi. L'adapter à notre vision dans 30 ans, dans 50 ans. C'est comme ça qu'on dirige un pays. On ne dirige pas un pays comme on dirige son village. Voyez-vous, là, le CNP, le Congrès national du peuple ivoirien, nous avons 10 piliers dans tous ces domaines-là. Et j'ai dit une proposition concrète, hein. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, peut être un État investisseur. Ça veut dire quoi? Que la Côte d'Ivoire peut être un moteur économique dans cette sous-région-là. Je donne un exemple. Le nucléaire civil, l'énergie. Nous avons de l'espace au nord, un grand espace au nord, où nous pouvons exploiter cet espace-là, ça va créer des milliers d'emplois. Et la Côte d'Ivoire peut servir des pays comme la Guinée, où le taux d'électrification est de 10%. Le Mali, où le taux est de 11%. Ça, c'est des investissements que la Côte d'Ivoire peut prendre le devant. Alors, le Libéria, par exemple, plus de 95% de la population n'a pas accès à l'électricité. Alors, sur qui comptez-vous pour réussir votre ambition?
Mais la Côte d'Ivoire, c'est un vivrier d'intellectuels. C'est un pays riche en hommes. Le CNPI revendique combien de militants aujourd'hui? Nous ne revendiquons pas des militants, mais nous revendiquons des adhésions au niveau national et international. Bon, nous sommes très loin des autres. Mais notre discours est un discours national qui va capter beaucoup de personnes. Alors, une autre question. Comment comptez-vous parvenir à réaliser votre ambition quand on sait que les potentiels candidats à la présidentielle de 2020 sont connus des Ivoiriens, alors que vous, pardonnez-moi de le dire, vous êtes un parfait inconnu pour les Ivoiriens? C'est ce qui est bon. Ça c'est même notre avantage. Parce qu'on vient dans un championnat, personne ne sait qu'on peut prendre le championnat. On ne vous connaît pas, les sons. Maintenant, je suis assis, on me connaît. On ne peut pas votre émission va me permettre de me faire connaître. Espérer être élu parce que, bon, on est nouveau. Il faut connaître la Côte d'Ivoire. Je pense que les Ivoiriens auront l'opportunité. Ils ne sont pas là pour payer les anciens cadeaux. Ils veulent aussi... Aujourd'hui, je pense que les études que nous avons, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens d'aller ensemble, veulent entendre quelque chose de nouveau. Ils veulent voir de nouveaux visages. C'est ça le fait aujourd'hui. Ça, c'est une réalité. Les Ivoiriens veulent de nouveaux visages, voilà. Mais ma foi, on se pose la question de savoir de quel nouveau visage il s'agit réellement. Parce que vous, vraiment, le CNPI, on n'a vraiment pas entendu parler. Vous dites que on vous connaît, que les hommes politiques, ceux qui font de la politique, vous connaissent bien. Mais bon, les Ivoiriens qui doivent vous élire ne vous connaissent pas. Je crois il y a des réalités aussi en Côte d'Ivoire qui vous échappent. Oui, non. Vous êtes loin de la Côte d'Ivoire. Non, je ne suis pas loin de la Côte d'Ivoire. Comment vous allez vous y prendre avec tout ça? Je ne suis pas loin de la Côte d'Ivoire. Nous avons un siège ici, à Koukoudé-Angré, qui est ouvert. J'ai passé de façon active à la vie des Ivoiriens, que je connais ou que je ne connais pas. Alors Monsieur Bamba, oui. Est-ce qu'en 17 mois, il est vraiment possible de connaître un pays ou bien de se faire connaître? Moi, je pense que je connais ce pays-là mieux que ce que vous dirigez aujourd'hui. Vous connaissez bien la Côte d'Ivoire? Oui. Du sud au nord, de l'est à l'ouest. Je connais ce pays-là. Alors, voilà. Tantôt, dans une nouvelle réponse, vous avez dit j'ai les moyens pour gagner cette élection. Vous l'avez répété dans la presse également. Donc, de quels moyens il s'agit exactement? Ma connaissance de la Côte d'Ivoire, c'est le plus grand moyen, c'est le premier moyen. Le deuxième moyen, c'est les moyens intellectuels que nous avons. Une équipe de jeunes, une équipe de personnes créatives, une équipe de personnes engagées qui ne sont pas là pour organiser des meetings pour prendre de l'argent. Nous sommes la vraie Côte d'Ivoire. Nous sommes la Côte d'Ivoire de la substance. Les moyens intellectuels, on en a, mais aujourd'hui, vous dites, est-ce que vous n'avez pas d'autres moyens pour parvenir à réaliser votre ambition? Bon, je crois qu'il faut voir ici les moyens ici. Moi, d'abord, je conçus les Ivoiriens dans un premier temps. Et en plus, je voyage beaucoup. Mais les Ivoiriens même ne vous connaissent pas. Vous voyagez. Vous me connaissez quand même. Bon, moi je vous découvre en même temps que les Ivoiriens. Est-ce que je veux dire, les voyages, les moyens intellectuels que vous dites, est-ce que ces moyens-là peuvent vraiment vous aider à réaliser votre ambition? Oui, je pense que nous avons une planification, une méthode. 17 mois, ce n'est pas petit. Quand on a une méthode, un plan d'action, ce n'est pas petit. Voilà. La question que je pose, est-ce qu'il suffit d'avoir ces moyens-là que vous avez cités pour remporter une élection? Oui, est-ce que c'est ce qu'il faut pour la Côte d'Ivoire pour remporter une élection? Oui, nous avons d'abord un projet de gouvernement. Nous avons un programme de gouvernement en place déjà. Je vous ai cité les 10 piliers de nos actions. Vous n'avez pas cité, vous avez dit que vous avez 10 piliers, mais vous n'avez pas cité les 10 piliers. Bon. Les 10 piliers peuvent se retrouver sur notre site internet que cnpm.org. S'il vous plaît. Voilà. Alors, monsieur, est-ce que finalement la présidentielle de 2020 n'est pas un défi personnel plus que toute autre chose, à vous entendre ce matin? Un défi personnel, il faut définir ça comme ça. Si on veut définir comme un défi personnel, parce que ma génération a souffert de cette turbulence de 30 ans là. Vous avez 3 personnes, M. Gbagbo, M. Ouattara, M. Bédié, depuis 1990. On va de crise politique en crise politique. En 2020, c'est l'inquiétude. Tout le monde s'inquiète. Comment ça s'est passé? Je pense qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, dans leur ensemble, doivent pouvoir lire le futur de leurs enfants, le futur de leur village. Vous pensez que l'alternative de la Côte d'Ivoire, c'est vous? C'est moi.
Je suis convaincu de ça. Vous le pensez vraiment? Je suis convaincu. J'ai ce CV, j'ai cette connaissance de la Côte d'Ivoire et j'ai cette connaissance du monde aussi. Alors, donc, vous avez dit aucun adversaire politique en Côte d'Ivoire ne me fait peur intellectuellement et financièrement. Ce sont vos propos que vous avez tenus récemment lors d'une conférence de presse que vous avez tenue à Paris, en France. Alors, est-ce qu'en ces termes qu'il faut poser le débat politique en Côte d'Ivoire? Bon, est-ce que c'est en ces termes qu'il faut si on fait croire aux gens qu'on vient en politique pour être riche, ou on fait croire aux gens que c'est parce qu'on est riche qu'on devient politicien, j'ai dit, ce débat-là, ça doit s'arrêter là. Parce que quelqu'un me dira, oh, est-ce que tu as de l'argent pour pouvoir faire campagne en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu as la capacité intellectuelle politique pour faire campagne en Côte d'Ivoire? Je lui ai dit oui. Puisque quand je me compare à ceux qui ont gouverné ce pays-là, je ne pense pas que j'ai beaucoup de choses à envier ces gens-là. Mais est-ce que, s'il vous plaît, est-ce que la présidentielle de 2020, c'est une question de comparaison avec Laurent Gbagbo, le président Alassane Ouattara ou encore... C'est une question de rupture. Est-ce que c'est une question de rupture. De rupture. La Côte d'Ivoire doit faire la rupture avec cette génération-là. Moi, je leur promets une retraite dorée. Moi, je leur promets une confiance. Ils ne vont jamais avoir de problème après le pouvoir. Peut-être qu'ils seront même plus heureux. Non, ça, c'est ce que vous plus dites. Heureux. Ils seront plus... Non, je vous dis. Non, ce n'est pas de la politique. Ça, c'est une réalité. Nous, là, on peut pardonner. Il n'y a pas de réconciliation, on va pardonner. Voilà ce qui va se passer avec le président Abbas. Alors, moi, au pouvoir, ils seront heureux. On n'est pas déjà en campagne, s'il vous plaît. Voilà. Le CNPI, est-ce que vous allez rejoindre la plateforme initiée par Henri Konan Bédié, le président du PDCI RDA, qui initie une plateforme avec EDS, avec d'autres partis de l'opposition? Nous avons déjà au laboratoire notre plateforme, la plateforme de la République. Nous invitons tous les Ivoiriens. Donc vous n'allez pas rejoindre la plateforme de Henri Konan Bédié? Ce sera une plateforme civile. Je vous pose la question, est-ce que vous allez rejoindre la plateforme de Henri Konan Bédié? Je ne vais pas. Voilà. Alors, quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'opposition ivoirienne? L'opposition ivoirienne, elle est un peu amorphe, elle se bat, mais je ne pense pas qu'elle a un plan directeur pour pouvoir aboutir à des élections apaisées en 2020. Une transition. La Côte d'Ivoire, notre pays, a besoin d'une transition réussie en 2020. Je vous assure que si nous faisons une transition réussie en 2020, en 2025, ce pays-là va retrouver le développement. C'est ce qui va se passer. Vous pensez que l'opposition doit avoir du répondant, c'est cela? Oui. L'opposition doit faire bloc? C'est ce que nous apportons, le CNP apporte. Alors, si l'opposition doit faire bloc, vous ne voulez pas rejoindre la plateforme mise en place par Henri Konan Bédié. Est-ce que vous allez rejoindre le FPI avec Pascal Affi-N'Guessan? Non, je ne pense pas que nous ne pouvons pas parler de changement, de nouveaux visages en rejoignant ceux qui sont déjà là. C'est pour ça que nous créons la plateforme de la République, qui est la nouvelle plateforme, la force qui va conduire ce pays-là à des élections apaisées, à des élections transparentes, à des élections qui remettent la Côte d'Ivoire à sa place. Parce que ce pays-là est très important. Vous ne savez pas combien d'Ivoiriens compétents dans tous les domaines possibles qui attendent ce moment-là. D'accord. Alors, donc, quelles sont vos prochaines actions du CNPI? Le CNPI va rencontrer tous les acteurs politiques. Le CNPI va former d'abord cette plateforme de la République. Nous allons appeler tout le monde à se joindre à nous pour qu'on puisse engager l'action de la victoire de la Côte d'Ivoire. Pour qu'en 2020, il n'y ait pas quelqu'un qui se plaigne le 31 octobre qu'il y a eu tricherie. Et j'ai même demandé, j'ai cherché à rencontrer déjà le président de la République de Côte d'Ivoire. Nous avons adressé un courrier, mes services ont adressé un courrier d'audience, le Premier ministre, à M. Bédié, autant à d'autres acteurs politiques, pour pouvoir effectivement mettre en place ce qu'il faut pour que ce pays-là... Vous pensez que le RHDP, le PDCI de Henri Konan Bédié, le FPI ou encore EDS ou même les militants pro-Gbagbo vont vous suivre? Je suis convaincu de ça. Bon, ils peuvent ne pas me suivre, mais je pense que la majorité va nous suivre.
D'accord. Alors, docteur Abbas Yaya Bamba, vous êtes chef d'entreprise et le président du CNPI, Congrès national du peuple ivoirien. Alors, donc, aujourd'hui, vous prônez une nouvelle Côte d'Ivoire, une rupture avec les anciens partis politiques. Alors, quelle est l'alternative crédible que vous avez à offrir aux Ivoiriens? Je repose encore une fois de plus la question. Parce que cette question-là, elle est très importante pour les Ivoiriens qui veulent savoir votre position, votre posture, vos ambitions politiques pour la Côte d'Ivoire. L'alternative crédible, c'est une seule phrase. Des personnes nouvelles et une méthode nouvelle. C'est ça, le CNPI. C'est ça. Mais vous vivez aux États-Unis, vous avez fait, je crois, plus de 20 ans aux États-Unis, c'est cela? Oui. Alors, vous venez aujourd'hui en 2019, vous avez créé un parti politique ou un mouvement politique, je ne sais pas trop ce que c'est. Vous l'avez créé en 2011. Aujourd'hui, vous venez offrir autre chose aux Ivoiriens. On n'a pas vu vos investissements, on n'a pas vu ce que vous avez fait pour les jeunes, pour les femmes, pour l'éducation, pour la formation. On n'a pas vu tout ça. Et vous venez, vous voulez être président. Vous voulez être élu président, mais vous voyez, monsieur, c'est pas... Oui, mais je pense que c'est vous qui ne suivez pas nos actions. Je ne suis pas sur ce plateau pour dire ce que je donne à chacun dans ce pays-là. Nous savons ce que nous faisions. Pendant cette année scolaire, on a donné des bourses. Est-ce qu'on a besoin forcément d'être président de la République pour aider la Côte d'Ivoire? Oui, je pense que le cas de la Côte d'Ivoire, pour moi, il faut être à la tête pour donner une direction, une méthode de gestion rationnelle, basée sur la compétence, pas sur le rattrapage ethnique et religieux. Non, je vous en prie. Voilà. Est-ce que parce que vous êtes chef d'entreprise, vous voulez aujourd'hui adapter la méthode de l'entreprise à la gestion de la Côte d'Ivoire? C'est cela? Mais oui, il faut adapter ça. Mais ce que je vais vous dire, tous les peuples au monde sont les mêmes. Quand il n'y a pas de compétence, c'est là qu'on a la différence. Quand je suis assis aux États-Unis, les Américains ne sont pas trop différents des Africains aussi. Mais c'est la gestion. Le micro du président de Côte d'Ivoire est important. Donc tout ce qu'il dit dans ce micro-là, c'est important. C'est pour cela que tu ne te lèves pas comme ça, puis parler des choses comme ça. Rattrapage ethnique, tout ça là. C'est pas bon. Il faut d'abord faire renaître la confiance nationale. S'il vous plaît, on ne va pas parler de... On ne va pas revenir en arrière, on ne va pas venir... voilà, on ne va pas refaire l'histoire de la Côte d'Ivoire. Attendez, voilà, on ne va pas refaire l'histoire de la Côte d'Ivoire. L'histoire de la Côte d'Ivoire nous permettra de construire son futur. Mais là, on va vers le futur, vers l'avenir de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas oublier l'histoire. Qu'est-ce que vous avez à offrir à la Côte d'Ivoire? Vous êtes aux États-Unis et vous venez à l'approche de 2020, vous voulez être candidat, vous voulez en même temps remporter les élections, vous voulez tout à la fois. Est-ce que, je vous ai posé la question, est-ce que ce n'était pas finalement... C'est pas finalement un défi personnel? Un défi personnel en tant qu'Ivoirien, comment je fais? Quand je dors, quand moi je dors, oui. Au FPI, vous n'étiez pas connu, vous avez fait les actions, on ne vous connaît pas. Est-ce que ce n'est pas parce que vous voulez vraiment vous mettre en avant? Non, je ne pense pas, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de me mettre en avant pour être connu, non. Quand nous nous couchons en dehors de ces pays, quand nous sommes aux États-Unis par exemple, moi je pleure. Je pleure la Côte d'Ivoire. Parce que quand je partais aux États-Unis, je n'étais pas le premier de ma classe. J'arrive dans ce pays-là, je me fais un chemin. Voyez-vous, le cadre qui a été créé dans ce pays-là m'a permis d'être ce que je suis. Aujourd'hui, le monde n'est pas en bas de l'eau. Vous pouvez vérifier tout ce que j'ai dit. Donc ici, nous pouvons créer un cadre d'épanouissement des Ivoiriens. Il y a des Ivoiriens que je connais aux États-Unis qui sont formidables. Que je connais, qui sont formidables. En 2010, quand je suis arrivé, j'ai dit je vais recruter des volontaires ivoiriens. On m'a dit, oh, en Côte d'Ivoire, personne ne fait quelque chose sans argent. Il dit, c'est pas vrai. J'ai recruté 20 jeunes gens. 20 jeunes gens. Des gens qui n'avaient même pas toujours un clavier d'ordinateur. En 2 semaines, ces jeunes gens-là ont fait sortir ce génie-là. Ils ont connu l'ordinateur, ils ont commencé à utiliser l'ordinateur comme je le voulais. Mais c'est un pays qu'il faut rassurer. C'est un pays qu'il faut mettre... Oui. Vous pensez que la diaspora ivoirienne a beaucoup à offrir à la Côte d'Ivoire? Nous avons... Oui, je peux certainement. Et ceux qui sont même en Côte d'Ivoire ont beaucoup à offrir, on leur donne l'occasion. C'est ça qu'il faut. La compétence. Il faut valoriser la compétence nationale. Il faut donner confiance à l'Ivoirien. Il faut créer ce cadre-là d'épanouissement. C'est ce qui n'existe pas. L'homme, c'est ça en fait. Le président de la République de Côte d'Ivoire ne viendra pas pour créer des emplois, mais créer la confiance.
dans les partenaires, ceux qui vont venir investir, ceux qui sont en interne. Et quand cette confiance est établie, vous verrez les génies. C'est ça, en fait, qui est important. C'est ça, c'est ce que nous apportons. Pour ne pas que un jour, par exemple, parce que je n'ai pas un parent ministre, je n'ai pas un parent directeur de cabinet, je ne suis pas devenu quelqu'un. C'est ce qu'il faut interdire. Moi, j'arrive aux États-Unis, je n'ai aucun parent là-bas. D'accord. Voilà. Alors, et je suis là où je dois être aujourd'hui. C'est parce que ce pays-là, c'est sérieux. Et la Côte d'Ivoire a tous les atouts. D'accord. La Côte d'Ivoire a tous les atouts pour réussir. Voilà. Alors, docteur Abbas Yaya Bamba, alors vous êtes chef d'entreprise et le président du CNPI, le Congrès national du peuple ivoirien. Le CNPI n'est ni un parti politique, ni un mouvement, mais il se positionne comme un directoire capable de changer la donne en Côte d'Ivoire, oui, n'est-ce pas? Oui. Alors, merci d'être venu apporter à Instant Vérité ces éclairages sur vos positions, sur vos ambitions politiques. Mesdames et messieurs, merci donc d'avoir suivi Instant Vérité. C'est la fin de cette rubrique, mais ce n'est pas du tout la fin de Matin Bonheur. Alors, je vous laisse en compagnie de Marco qui s'est réveillé très tôt ce lundi matin. Mais tout de suite, avant de le retrouver, c'est la publicité. Vivez de belles émotions avec la RTI et profitez de l'offre spéciale Rentrée audiovisuelle 2020 avec des remises allant jusqu'à 30% sur tous les produits publicitaires du groupe RTI. RTI 1, RTI 2, Fréquence 2, Radio Côte d'Ivoire, RTI Boaké et tous nos supports digitaux jusqu'au 5 janvier 2020. Annonceurs, agences de communication, ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle d'accroître votre visibilité et celle de vos clients. Contactez vite RTI Publicité au 22 40 12 65. RTI Publicité, la régie proche des annonceurs. Là, c'est ma sœur Eunice et moi, c'est Soraya. Voici maman, un vrai rayon de soleil. Elle nous prépare toujours de bons plats. Voici Chris, notre frère. Maman, c'est notre meilleure amie. Elle nous aime beaucoup et nous aussi nous l'aimons. Aujourd'hui encore, devenue grande, maman sait comment nous fait partager de bons moments en famille. Maman, c'est toi qu'on préfère. Maman. Madame, Monsieur, bonjour. Coup d'œil sur l'actualité internationale, à commencer par la tempête Amélie qui est passée dans les Pyrénées-Atlantiques. Conséquence, environ 6000 foyers privés d'électricité, dont 3200 au Pays Basque hier dimanche. La ville de Paradise, en Californie, renaît de ses cendres. Il y a un an, on se rappelle, un incendie dévastait cette ville. 86 morts, des milliers de déplacés, des dizaines de milliers de maisons brûlées et une ville rayée de la carte à 90%. Aujourd'hui, 4000 habitants sont revenus dans la ferme intention de reconstruire. En France, des violences urbaines ont éclaté samedi soir dans les Yvelines où les policiers ont été pris pour cible et en chapiteau de cirque incendié. Des actes qualifiés, je cite, de lâches et imbéciles par le ministre de l'Intérieur. Et puis la chanteuse, actrice Marie Laforêt est décédée samedi en Suisse à l'âge de 80 ans. Les causes de sa mort n'ont pas été précisées. Elle a joué dans 35 films et vendu plus de 35 millions d'albums. Voilà, c'est la fin de ce coup d'œil sur l'actualité internationale. Merci à toutes et à tous de votre attention. Je vous laisse en compagnie de Marco pour la suite et fin de Matin Bonheur. Merci beaucoup Régis, merci à vous, merci surtout aux populations de Koumassi. C'est aujourd'hui, hein, Régis, que j'ai vu l'importance du pont HKB, hein, parce que rapidement on vient à Cocody. Justement. Et j'ai remarqué aussi que quand on est là-bas, on arrive plus facilement au travail quand on travaille dans cette zone-là. Oui. C'est important de faire des ponts que des murs. Merci beaucoup Régis, on se retrouve demain. Merci à vous également d'être en notre compagnie, à tous ceux qui nous regardent. Salutations spéciales à Madame Sylvie Wameko depuis Bégerville, donc qui regarde avec beaucoup d'attention Matin Bonheur tous les jours. Alors c'est l'heure de la thématique aujourd'hui, mesdames et messieurs. Nous avons le grand plaisir d'avoir un des spécialistes dans ce milieu, le milieu des ressources humaines. Et plus précisément, comme il y a des spécialités dans des spécialités, au niveau des ressources humaines, il est très à l'affût de tout ce qui est information concernant l'hôtellerie.
l'hôtellerie parce qu'il a été ou il est toujours en charge d'établissements hôteliers de grande facture et nous bénéficions de son expertise ce matin. Benjamin Zawi Valentin, pour ne pas le présenter donc avec nous, les exigences du métier de l'hôtellerie. Bonjour Monsieur Zawi. Bonjour. Comment ça va? Bien, merci. Alors ça, c'est la première partie aujourd'hui, les exigences du métier de l'hôtellerie. C'est quoi, globalement parlant, les métiers de l'hôtellerie? Alors, l'hôtellerie est l'autre pan, face, voilà, ce que je cherchais, de la même médaille avec le tourisme en fait. Voilà, parce que il y a des personnes qui viennent de l'extérieur pour venir visiter la Côte d'Ivoire, mais il y a aussi vous et moi, quand nous allons à Boaké, à Korogo, nous sommes aussi des touristes. Nous sommes le touriste il y a d'autres aussi en ville, entre midi et 2, peuvent aller à l'hôtel se reposer aussi pour... ça dépend des activités de chacun. Non, mais c'est la réalité. Oui, enfin... Vous ne le saviez pas? Non, je vous laisse responsable de votre exemple. C'est aujourd'hui que vous apprenez ça sur ce plateau, vous ne le savez pas avant? Non, mais non, Marcelin, vous avez raison en partie. Parce que les hôtels, il y en a de différentes catégories. Après, bien entendu, chaque citoyen est libre de faire d'un hôtel ce qu'il a envie de faire. Voilà, est-ce qu'il y a assez d'hôtels en Côte d'Ivoire? Alors, nous sommes 25 millions d'Ivoiriens. Est-ce qu'il y a... Bon, je ne sais pas si on peut faire un ratio. Est-ce qu'il y a assez d'hôtels par zone? Ratio, je ne sais pas trop, mais je sais qu'au dernier pointage, on parlait de près de 2500 hôtels en Côte d'Ivoire. Toutes catégories confondues. Voilà, répertoriés. Les hôtels, là, on parle d'hôtels homologués. Hein. Ben, ce sont les chiffres du ministère, sauf erreur. Donc après, effectivement, on se dit c'est des personnes qui ont construit un hôtel et l'activité est officiellement reconnue. Donc près de 2500 hôtels, comme je le disais. Alors, quelles sont les exigences du métier de l'hôtellerie? Alors, une grande question, c'est vaste ça. Oui, c'est très vaste. Alors, ce que je peux proposer, c'est on va essayer de planter le décor. Et puis peut-être que, parce que j'ai cru comprendre qu'on devait se voir en deux parties. On pourrait effectivement... Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans cette première partie déjà? Alors, dans cette première partie, je pense que c'est peut-être parler un peu de l'activité hôtelière, on va dire touristique, en Côte d'Ivoire. On va également situer l'importance de cette activité-là par rapport à l'activité. Il y a le ministre Siendou Fofana du tourisme et des loisirs, en janvier de l'année en cours, qui disait qu'aujourd'hui, c'est près de 6% du PIB en Côte d'Ivoire, l'activité hôtelière. C'est peu, c'est beaucoup? Ben, écoutez, c'est important. Parce que, pour avoir une comparaison, le cacao qui est important chez nous, c'est 15% du PIB. Donc, vous voyez, c'est presque la moitié. Oui, ça veut dire que c'est un secteur important. C'est un secteur porteur d'emplois, beaucoup de potentiel. Et comme vous l'avez certainement observé depuis quelques années, alors c'est une activité qui est très tributaire de l'aspect sécuritaire, de la situation socio-économique enfin, du pays. Donc, quand c'est calme, vous verrez que là, on a pas mal d'opérateurs qui viennent construire des hôtels de grand standing depuis quelques années en Côte d'Ivoire. Donc oui, c'est un secteur très important qui permet à nombre d'Ivoiriens également d'avoir des emplois pour s'occuper d'eux-mêmes et de leur famille. Est-ce que le métier de l'hôtellerie en Côte d'Ivoire est professionnalisé dans notre pays? J'allais dire en grande partie oui, puisque nous avons l'avantage chez nous ici d'avoir déjà une structure hôtelière de référence, qui est le lycée hôtelier. Bon, qui a forcément besoin d'être accompagné, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres pays où il y a des hôtels, mais malheureusement, la formation de base n'est pas toujours là. Donc nous, ici, on a déjà l'avantage d'avoir un lycée hôtelier, mais en plus du lycée hôtelier, nous avons d'autres structures qui forment les acteurs du secteur. Donc oui, il y a une grande partie, en plus nous avons des hôtels de grand standing. Grand standing, c'est des 4 et 5 étoiles que nous avons sur la place. Donc forcément, et plus il y a des hôtels, et plus la concurrence permet, n'est-ce pas, de créer des compétences et de faire évoluer les gens qui évoluent. Le président Houphouët-Boigny disait lors de l'inauguration du lycée hôtelier qui est à Cocody, Riviera Golf, que c'est dans la droite ligne de l'hospitalité légendaire de la Côte d'Ivoire. C'est un pays, et c'est inscrit en lettres d'or dans nos armoiries et puis aussi dans notre hymne national, pays de l'hospitalité, alors que l'hospitalité, mine de rien, ça rapporte de l'argent. Vous faites bien de le souligner, c'est des points qu'on va peut-être plus développer là, lundi prochain, mais déjà, je dis toujours à des partenaires, à ceux avec qui nous avons des relations professionnelles, que nous les Ivoiriens n'avons aucune excuse. Dans un réceptif hôtelier, si on a des personnes, des salariés qui ne sont pas hospitaliers, qui manquent de bienveillance, qui manquent de courtoisie, c'est qu'on a un gros problème. Parce que dans l'ADN de l'Ivoirien,
voilà, est inscrit le concept même de l'hospitalité. Donc oui, c'est important que dans cette activité-là, on montre. Et c'est ça, c'est aussi pourquoi ce sujet a de l'intérêt. Parce que les hôtels, j'allais dire l'activité touristique de façon plus générale, c'est aussi une des vitrines du pays. Voilà, je vais dans un pays, comment est-ce que je suis reçu, comment est-ce qu'on s'occupe de moi. C'est le réceptionniste qui est mon premier vrai contact. Après les douaniers de l'aéroport ou les hôtesses de la compagnie, c'est le réceptionniste qui va déterminer la physionomie, la manière de penser des gens, non? Exactement, mais avant même le réceptionniste, il y a même l'agent de sécurité. Oh, oui. Parce que le croupier. Voilà, le client qui vient ne fait pas de différence entre... voilà, oui. Pour lui, l'agent de sécurité, il fait partie de l'hôtel. Oui, oui. Donc déjà, ce que je dis parfois à ceux que je vois dans ces hôtels, que agent de sécurité devant un hôtel, vous êtes aussi la vitrine. Vous représentez cet hôtel-là. Donc, il y a un minimum d'attitude qu'il faut observer vis-à-vis des clients qui viennent. Oui, parce que c'est tout ça, n'est-ce pas, qui permet de gérer efficacement le séjour d'un client dans un hôtel. Alors, vous avez été à la tête des ressources humaines, bien sûr, d'un des plus grands réceptifs hôteliers de notre pays, d'Afrique de l'Ouest même, qui a quelques encablures sûrement de la radio-télévision ivoirienne. Alors, quels sont les principaux métiers de l'hôtellerie? On va le développer dans la semaine prochaine, mais est-ce qu'on peut au moins faire la nomenclature? Oui, bien sûr. Quand on parle d'hôtellerie, alors généralement on dit hôtellerie-restauration. Parce qu'une entreprise hôtelière, on dit tout établissement qui propose un service d'accueil gîté couvert à des clients locaux ou des passages pour une période déterminée, moyennant une contribution. On est dans un aspect... Monsieur Zawi, oui. Là on parle d'hôtel, parce qu'il y a beaucoup de questions qui foisonnent sur mon Là on parle d'hôtel. Tout à fait. D'abord il faut qu'on définisse c'est quoi un hôtel. Mais c'est ce que je viens de faire à l'instant, Marcelin. Oui, parce que on construit un endroit. Il y a différentes chambres, on donne des seaux, du savon et une éponge, et puis je ne sais pas quoi à la porte. Ça, ce n'est pas un hôtel. Il faut stratifier les choses. Là, on parle d'hôtels assermentés qui font partie de la nomenclature, qui sont répertoriés par le ministère du Tourisme et de l'Hôtellerie. Mais j'étais hier en communication une partenaire professionnelle qui est dans un pays que je ne nommerai pas, en Afrique de l'Ouest, qui est en déplacement professionnel, qui a été logé par le contact sur place, dans ce qu'elle appelle un taudis. Parce qu'il n'y a pas de climatisation, de l'eau qu'il faut prendre dans le seau, des moustiques. Donc oui, et elle s'arrache les cheveux. Détail, mais bien sûr. Alors, par principe, elle dit établissement hôtelier, toute structure qui propose un service d'accueil, gîte et couvert, comme je l'ai dit, à des clients locaux ou des passages, sur une période déterminée, moyennant contribution. Voilà, ça c'est la définition de base de l'hôtellerie. Et l'auberge. Maintenant, l'auberge. Mais tout ça, l'auberge, la résidence hôtelière, l'hôtellerie, ça se recoupe. Après, ça va s'apprécier en termes de capacité d'accueil. Je vais dire, une résidence hôtelière, généralement, on parle de 40, maximum 50 chambres. Au-delà, dès l'instant où il y a une réception avec un accueil beaucoup plus formalisé, on n'est plus dans une résidence parce qu'à la différence d'un grand hôtel où vous avez un lobby qui est assez vaste, vous verrez que dans une résidence hôtelière, c'est plus convivial. Voilà, c'est quand même plus intimiste. Donc oui, mais à la fin, tous ces services se rejoignent dans le fait qu'elles offrent un service d'accueil, gîté couvert, comme on l'a dit, aussi de la restauration. Alors, à quel moment les étoiles apparaissent? Alors, justement, très bonne question. Les étoiles, c'est une forme de catégorisation des hôtels. Ça vaut dans tous les pays. Nous, on a tout hérité de la France. Bon, donc, c'est aussi un peu le même principe. Catégorie numéro 1 à 5. 1 à 5. Alors, le 1 étant ce qu'on appelle économique. Un exemple? Ce qu'on pourrait voir communément en France, Formule 1? Exactement, voilà. Ça se fait ça en bordure de route. Exactement. Hôtel des routiers. Voilà. Après, là, on propose quoi? Juste à manger? Juste oui, c'est vraiment, dormir un coup et puis partir? Exactement, c'est vraiment le basique. Vous avez juste un petit lit. Après, ça se définit aussi en termes de superficie. C'est assez restreint. C'est juste, voilà, comme pour dépanner, on va dire, de façon triviale, quelqu'un qui va s'arrêter là 1 nuitée, 2 nuitées, parce qu'il y a peut-être une panne de la voiture. Après, vous avez le 2, le 3, qui est au moyen standing. Est-ce qu'on peut citer des exemples ici? Le 2, le 3, on peut se reposer là-bas en famille. Tout à fait. Aussi, mais je dis le 2, le 3, c'est moyen, et le 4 et le 5, c'est du haut standing. Et maintenant, on parle de 6 et 7. Alors, dans le système, ce que je dis, dans le système francophone, j'allais dire, enfin, on va vous dire du 5+, du 6. On parle de palace maintenant. Exactement.
Et par exemple, dans le système anglophone, c'est un peu différent. Mais le fait est que quand on parle de catégorie 5 déjà, enfin, on va dire c'est le top. Un hôtel 5 étoiles, la logique voudrait, je dis bien la logique voudrait que quand vous venez à votre véhicule, M. Govoy, c'est pas vous qui allez parquer vous-même votre voiture, il y a un voiturier devant l'hôtel qui va prendre la clé et qui va aller parquer votre voiture, par exemple. Donc oui, la catégorie d'un hôtel se définit par rapport à différents paramètres. Il y a la localisation, il y a le confort qu'on va y trouver, il y a la qualité du service. Parce que je veux dire, si vous allez dans un restaurant d'un hôtel où on vous sert dans une assiette prise au marché d'à côté et une assiette en porcelaine, c'est pas la même chose. Donc en fait, c'est tous ces éléments qu'on prend en considération, la capacité d'accueil de l'hôtel. Et comme je le dis souvent, c'est comme vous avez demain, vous dites, bon, j'ai fait assez d'économies et j'ai envie d'investir dans l'hôtellerie. Ce n'est pas votre domaine, mais quand même vous êtes un opérateur économique. Au niveau du ministère, au niveau de l'État, il y a une structure que vous allez aller voir pour dire, j'ai tel projet. Vous allez produire tous les documents afférents à votre projet. Et là-bas, il y a une commission qui va donc, en fonction de la nomenclature, vous dire, M. Govoy, votre hôtel rentre dans X catégorie ou Y catégorie. Ce sera un palace. Alors, mon petit doigt me disait. Qui va se négliger. Alors, moi j'ai une question par rapport à la stratégie d'attribution des étoiles. En Côte d'Ivoire, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une commission, à l'instar de celle dont vous venez de parler, qui va venir voir, inspecter? Parce qu'il y a des 5 étoiles ici où on prépare, où il y a des gens qui ont eu des indigestions, des infections graves. Les 5 étoiles... Comment ça se fait? Comment l'équipe combien de personnes l'équipe est constituée pour aller attribuer, pour dire, bon, cet édifice-là mérite 2 étoiles et celui-là 3 étoiles, celui-là 1 étoile, ben demi-étoile. Alors, ce n'est pas non plus la partie la plus, j'allais dire, exposée du travail là, du ministère de tutelle, mais le fait est que c'est l'État. Je veux dire, vous voulez créer une entreprise, il faut la déclarer, il faut qu'il y ait une licence fiscale, enfin, il y a un certain nombre de contraintes, n'est-ce pas, ou un certain nombre de critères à observer. Ce travail, c'est un engagement que vous prenez pour dire, écoutez, je veux construire un hôtel, il y a une démarche administrative vis-à-vis du ministère de tutelle, il y a une direction dont j'ignore le nom, dont je ne vais pas dire n'importe quoi, mais au niveau du ministère de tutelle, c'est cette structure-là qui est censée vous dire, monsieur, votre hôtel, on va le classer en catégorie 2 ou 3 ou 5, en fonction de votre projet. Bien entendu, le projet est un projet, mais quand vous finissez de construire votre hôtel, cette commission viendra également pour s'assurer que ce qui a été dit, écrit sur papier, c'est ce qui est sur le terrain. Alors, c'est un travail qui, logiquement, devrait être fait. Je conviens avec vous que ce n'est peut-être pas toujours que c'est fait. Il y a quand même quelques anomalies concernant la ville, pour peu qu'on ouvre un peu les yeux. Mais oui, je pense qu'il revient à l'État, effectivement. C'est comme je dis souvent, on a beaucoup de règles. Et elles sont merveilleuses, les règles. Après, il faut les faire appliquer. Donc, effectivement, c'est juste anormal, par exemple, que je vais dans un restaurant et que je vois qu'il n'y a aucune hygiène, que voilà, mais la nourriture qui est servie a un problème. Il devrait y avoir des contrôles inopinés, justement. Et dans des pays bien organisés, structurés, ben oui, ça c'est fait par des spécialistes. Le nôtre ne l'est pas assez? Ben, écoutez, non, il y a un travail qui est fait. Il faut pas non plus... Non, je pense qu'il y a un effort. Vous savez, tout est à faire, hein, moi je pense. Il y a un effort qui est fait. L'effort, il faut encore aller plus loin parce que Quel est l'effort qui est fait là? Ben, vous avez par exemple l'Institut d'hygiène qui délivre à des structures le certificat d'hygiène. De salubrité d'hygiène pour dire que votre structure, oui, les gens... Parce qu'en fait, ce qu'on oublie, et je pense que ce qui est important, un hôtel est un espace de vie. Quand je quitte ma maison pour aller dans un... Je ne vous le fais pas dire, c'est un espace de vie. Espace de vie, assurément. Je ne sais pas à quoi vous pensez. Pour les enfants, non, je pense au sujet. D'accord, ok. Je pense que c'est un espace de vie pour rompre la monotonie. Ne pensez pas seulement en fait qu'un hôtel, c'est pour des retrouvailles de gens. Ah non, c'est aussi pour changer la monotonie de la maison. Vous pouvez aller à l'hôtel avec madame pour changer la monotonie. Mais tout à fait. Oui, pour surprendre, pour un anniversaire, voilà. Tout à fait. Et le client... C'est de ça qu'il s'agit. Ne me prêtez pas de mauvaises intentions. Non, aucunement de ma part. Non, mais le client qui est dans un hôtel... de toute façon, on dit que les Ivoiriens en Afrique de l'Ouest sont de grands consommateurs d'hôtels. Ça veut dire que les Ivoiriens veulent rompre la monotonie, veulent changer un peu. Voilà, c'est ça aussi. C'est ce côté-là qu'il faut voir. Et c'est bon pour nos frères et sœurs qui y travaillent. Écoutez, déjà, je pense qu'il y a moins d'un an, on estimait à près de 3,5 millions le nombre de touristes qui viennent en Côte d'Ivoire. Mais comme je l'ai dit, c'est aussi bien ceux qui viennent de l'extérieur que ceux qui sont... les touristes internes. Voilà, justement. Oui, donc c'est une activité
essentiel pour un pays. Et je veux dire, comme je me plais à le dire, on est un pays tellement beau, mais à mains égards. Et donc, il appartient non seulement aux autorités, mais aux opérateurs économiques, vraiment, d'investir dans ce secteur qui est porteur d'emplois et de beaucoup de potentialités. Vous qui êtes un professionnel des ressources humaines dans le métier de l'hôtellerie, quelles sont des choses qu'on doit apporter à l'industrie hôtelière en Côte d'Ivoire pour qu'elle soit performante, pour atteindre le ratio peut-être de 10 millions de touristes? Il y a du travail. Et en cela, je pense que le concept de Sublime Côte d'Ivoire du ministère de tutelle, on va dans le bon sens, qui demande un financement conséquent. On parle de 200 milliards, voilà, pour essayer de mettre les choses aux normes. Oui, il y a beaucoup à faire. Je pense qu'on a beaucoup de potentialités. On a 520 km bordant l'océan Atlantique. Quand on prend San Pedro, Assini, je dis, ce sont des merveilles en fait. À San Pedro, il ne faut pas compter là-dessus parce que la côtière est inexistante. Justement, s'il faut se taper 10 heures pour aller voir la plage, franchement, ça aussi. Vous faites bien de le dire. J'y étais pour la petite histoire avec la famille pour les vacances. Voilà. C'est merveilleux. Voilà. Mais bon, c'est pas tout le monde qui peut partir par les airs. Donc oui, mais vous m'étendez une bonne perche. Moi, je profite de vos micros. Je pense que c'est un projet vivement que cette côtière soit réhabilitée parce qu'il y a de l'activité là-bas et les opérateurs dans le domaine, ils en pâtissent. Oui, je pense qu'enfin, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je pense que le gouvernement a cela en projet. Ce serait une très très bonne chose pour cette région-là de San Pedro. Voilà. Parce que ça va booster aussi l'hôtellerie de ce côté-ci de notre pays. Hein. Ah oui, bien sûr. Ça sera tabou. Mais bien sûr, l'hôtellerie va avec les infrastructures. Il y a des endroits paradisiaques là-bas. Exactement, et le mot est faible. Mais l'hôtellerie va avec des infrastructures. S'il n'y a pas de route, s'il n'y a pas de réceptif, ben voilà, c'est un peu difficile. Donc, plus on a tout ça, et plus effectivement des opérateurs se disent, écoutez, moi j'ai de l'argent, investis dans ce domaine-là. Est-ce que oui, allez-y. Pour partir dans un autre point, est-ce que les lycées hôteliers est toujours up-to-date? Très bonne question. Je ne pense pas trahir un secret en disant qu'il y a des choses à faire. Voilà. Comme vous le disiez, pour avoir été en entreprise, pour avoir reçu des élèves de cette école-là quelques années plus tôt, oui, malheureusement, je pense qu'ils ont de grandes difficultés parce que des formations de ce genre, on parlait des métiers. De métiers dans l'hôtellerie, c'est effectivement l'accueil, c'est comment faire les chambres, mais c'est aussi la restauration. Et vous ne pouvez pas former une personne en cuisine s'il n'y a pas d'atelier de production, en fait. Il faut dire qu'il y a le matériel. La formation, elle est théorique, mais elle est aussi pratique. Comment faire une salade niçoise, comment faire une escalope de veau. Je veux dire, il faut, malheureusement aujourd'hui, le lycée a besoin d'être accompagné. Et je le dis, c'est vraiment un appel que je lance parce que pour y aller de temps en temps, la directrice aujourd'hui, elle est dans de bonnes dispositions. Mais après, il y a des limites. Donc, je pense qu'on gagnerait. Il y a aussi une école d'hôtellerie à Grand Bassam. Hein, tout à fait. Assez récente quand même. Ben, tout à fait. L'école inaugurée par le vice-président. Effectivement, l'école hôtelière de Grand Bassam, où j'interviens aussi au niveau de la formation, qui est un très bel endroit. Une formation de qualité, initialement en partenariat avec l'école de Genève, l'école hôtelière, et puis depuis maintenant une année avec Savignac en France. Donc voilà, oui, c'est aussi une très bonne référence, on peut le dire au passage, oui, effectivement. Alors, un thème sur lequel vous êtes revenu qui est très important, ce n'est pas parce qu'on a de l'argent, qu'on a des moyens, qu'on est un opérateur économique vraiment qu'on peut forcément investir dans l'hôtellerie. L'hôtellerie a des normes. Oui. Vous pouvez vous effacer et confier cela à des professionnels. Parce que c'est un métier qui va indubitablement agir sur l'image du pays. Non? Tout à fait. Effectivement. Non, mais c'est l'erreur que commettent certaines personnes. Une chose est de vouloir investir, une chose est de se rapprocher des professionnels. En la matière, hein, je me définis comme un amoureux de l'hôtellerie. Je ne suis pas un technicien de l'hôtellerie. Vous êtes un amoureux de l'hôtellerie? Oui, parce que c'est une activité que j'ai découverte 23 ans plus tôt. Depuis longtemps, hein, depuis Non, 23 ans plus tôt, Marcelin. Comme stagiaire dans cet hôtel dont vous parliez, il y a une image qui m'est restée. Vous connaissez beaucoup l'hôtellerie. L'image, c'est laquelle? L'image, c'est qu'à l'époque, le directeur général, M. Roger Kakou, qui a été aussi ministre du tourisme dans ce pays, était le directeur général de cet hôtel-là. C'était quand même près de 700 chambres. 90%, donc il y a du monde. Et jeune stagiaire, à l'époque, vous voyez le directeur général d'un hôtel, et M. Kakou, pour ceux qui le connaissent, il est assez impressionnant, qui était arrêté devant l'hôtel, non seulement une voix, mais une prestance pas possible, charisme. Et qui prenait les bagages avec les bagagistes. Non.
à l'entrée de l'hôtel pour accompagner les clients à la réception pour les check-in, les enregistrements. Cette image, oui, m'a fait... aimer ce métier. Ben, c'est l'humilité, on ne peut pas faire mieux. Et c'est un secteur d'activité où vous occupez des autres. Les gens, ils viennent pour leur bien-être. Donc, ça dispose un minimum de bienveillance. Ça demande un minimum d'humilité. Ça demande, comme on dit, il faut aimer les gens. Si vous vous aimez trop, oui, vous aurez du mal à travailler dans l'hôtellerie. Ça, c'est vrai. Si vous aimez les autres, si vous prenez plaisir à servir les autres, oui, le don de soi, comme vous le dites, parce qu'effectivement, dans ce métier-là, il n'y a que comme ça que ça marche. Vous avez 2 hôtels qui offrent les mêmes services. La différence, elle va se faire où? Elle va se faire au niveau des hommes. Alors, de plus en plus, M. Zawi, on parle de résidences meublées, tout ça. Ça, on place ça dans quelle nomenclature par rapport aux étoiles? Il y a les résidences meublées. Bon, les résidences, on va dire minimum 2 étoiles, voire 3 en fonction. Mais les gens ont peur aussi, quand on préparait l'émission, les gens ont peur aussi d'afficher plus d'étoiles à cause des impôts, c'est vrai? Dites-nous tout, on s'est renseigné, M. Zawi. Parce que si je fais 3 étoiles, ça correspond à certains impôts, donc là, vraiment, je vais... Voilà, c'est ça aussi. À la vérité, c'est ça. Non, il y a ça aussi dedans. Non, les impôts, enfin, je ne suis pas un spécialiste de l'aspect fiscal, mais tout ce que j'en sais, l'imposition est en fonction non seulement de votre activité... nombre de chambres? Oui, non, je vais dire de façon générale. Donc, ce n'est pas parce que vous avez un hôtel 5 étoiles que forcément vous allez payer plus cher. Ça sera en fonction de vos chiffres. Des recettes. Voilà, c'est ce qui permet de vous classer dans une catégorie par rapport à l'imposition qui vous sera appliquée. Et plus il y a d'étoiles, plus le prix aussi comporte beaucoup d'étoiles. Non, mais vous aurez observé que les étoiles ne sont pas affichées devant un hôtel. Si vous regardez bien, vous voyez tous les hôtels. Mais c'est pas, je dis, c'est pas devant l'hôtel, vous ne voyez pas le nombre d'étoiles. Mais si, normalement. Non. Chez nous, ça se passe pas comme ça. Vous prenez les hôtels à Abidjan, vous verrez, enfin, on ne peut pas citer. Là, vous parlez d'Abidjan? Oui, mais je dis même ailleurs. Mais ailleurs, il y a des étoiles, il y a le nom et puis en bas, il y a des étoiles. Ça c'est fait en Europe. Mais ici, effectivement, on ne le voit pas assez. Sinon, en Europe, par exemple, même en Europe, vous allez devant un 3 étoiles. C'est seulement dans les Formule 1, là, il n'y a pratiquement pas d'étoiles. Mais sinon, à partir de 2, 3 étoiles, c'est affiché. J'entends ce que vous dites, mais je dis, même en France, pour ne pas aller plus loin, ce n'est pas forcément au fronton de tous les hôtels que vous verrez les étoiles affichées. En fait, quand on parle d'étoiles, c'est comme aussi le Michelin en France. Oui, vous avez des restaurants. On vous dit, vous avez 2 étoiles, 3 étoiles, parce qu'au préalable, il y a un contrôle et on vous attribue ça. C'est dans la qualité du service. D'accord? Quand vous prenez les étoiles, les hôtels que nous avons en Côte d'Ivoire, les 5 étoiles, il n'y en a pas beaucoup. Je pense que là, on en a aujourd'hui à Abidjan peut-être 2 au grand maximum. Oui, là, et puis peut-être en allant vers l'aéroport pour ne pas... D'accord? Vous ne verrez pas que devant, il y a des étoiles qui sont affichées. Mais c'est par rapport à la capacité d'accueil, déjà en termes de nombre de chambres, en termes de commodité et en termes de qualité de service, que effectivement on vous dit que cette étoile-là, il est classé en catégorie 5. Voilà. Ça, normalement, c'est affiché à l'entrée, normalement. Et normalement, ça devrait être affiché écoutez, comme ça tombe bien, on se revoit le lundi prochain, donc on va vérifier cette information-là. Je vous enverrai voilà, la photo. Parce que, en tout cas, en ce qui nous concerne en Côte d'Ivoire, oui, voilà. Mais sinon, mais je dis même en France, à Paris, c'est peut-être pas bien regardé. La prochaine fois, un Best Western, vous allez devant, je sais pas quoi, vous allez devant. Il y a toujours des hôtels, même à Dubaï, tout est affiché. D'accord. Il y a même des palaces maintenant. Il faut qu'on en parle aussi des palaces. À quel moment ça devient palace? C'est le haut de gamme? Ça, c'est le système anglophone, vous avez dit? Oui, alors oui, vous avez aussi ça dans les pays francophones. Mais les palaces, c'est vraiment, c'est vraiment le haut de gamme. Okay. Le haut de gamme, c'est à la différence d'un hôtel, les chambres ne seront pas assez nombreuses. La qualité, vous avez le service qui est personnalisé. Ce sont des hôtels où vous allez séjourner et même les clients qui s'occupent de votre chambre, vous ne les voyez même pas. Okay. Mais la chambre est faite quand même. Voilà, le service est fait. Merci beaucoup. Nous, on a fait notre service pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Toutes nos excuses pour des problèmes inhérents à notre système informatique. On fera tout pour que la prochaine fois, le prochain lundi, ce soit vraiment de très, très bonnes conditions. Merci d'être resté en notre compagnie. Réalisation, Christelle Akoussa et puis toute l'équipe. Malheureusement, on ne peut pas voir le nom de ceux qui travaillent, toujours inhérents à ce même problème-là. On espère que ça va se régler bientôt. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie. Rediffusion tout à l'heure aux alentours de 14h20. Merci et bonne journée sur RTI 1.